Dans la longue liste des savants qui ont honoré la conférence Marc Bloch, honorés de leur présence, vous êtes de ceux, peu nombreux, cher Axel Honneth, à pleinement relever de la tradition philosophique. La 41e conférence fera donc date en accordant à la philosophie toute sa place dans le concert des sciences sociales. L'École des hautes études en sciences sociales n'a d'ailleurs jamais écarté votre discipline de ses horizons, quoique les relations entre sciences sociales et philosophie furent parfois tempétueuses. Elles le sont encore parfois. Mais l'école a voulu dépasser la rupture initiale établie à la fin du XIXe siècle par quelques grandes figures fondatrices qui voulaient en finir avec la philosophie, accusée de se perdre dans les nuées de la spéculation. Vous vous comptez parmi les philosophes qui ont voulu renouer un dialogue fécond avec les sociologues, les historiens ou les anthropologues. On vous flatte même parfois d'une indistinction disciplinaire qui ne vous déplaît sans doute pas, en vous qualifiant tout à la fois de philosophe et de sociologue. En 2001, votre nomination à la tête de l'Institut de recherche sociale de Francfort-sur-le-Main, qui abrita la prestigieuse école de Francfort, dans le sillage de laquelle vous vous placez, disait beaucoup de cette sensibilité intellectuelle où la recherche empirique ne peut se priver d'une hauteur spéculative. C'est ce que traduit sans doute au plus juste le terme de philosophie sociale, matière que vous enseignez à Francfort, comme à New York, où vous êtes professeur à l'Université Columbia. Le projet intellectuel que vous portez vise notamment à relancer la théorie critique telle qu'elle fut développée au sein de l'école de Francfort. Vous nous avez beaucoup éclairé par votre théorie de la reconnaissance réciproque, dont vous avez présenté le programme dans un livre retentissant, publié en 1992 et traduit en français en 2000 sous le titre de la lutte pour la reconnaissance. À ceux qui douteraient encore du caractère indispensable des sciences sociales dans la compréhension du monde contemporain, et je crains qu'ils ne soient hélas de plus en plus nombreux, ainsi qu'à ceux qui veulent les faire taire par crainte de leur lumière, j'invite à prendre connaissance de vos analyses si percutantes au moment même où nombre de sociétés, en Europe comme ailleurs, sont confrontées à la montée en puissance de nationalisme nourri du sentiment d'abandon éprouvé par des parties grandissantes des populations. En nous rappelant cette donnée anthropologique fondamentale, selon laquelle le rapport à autrui détermine le rapport à soi, rappel fondamental pour qui s'engage dans l'analyse du monde social, vous défendez l'idée que le rapport positif à soi, sur lequel une société doit s'élever pour éviter de se fragmenter, se constitue dans un rapport non pathologique à autrui. C'est à ce constat de la plus brûlante actualité qu'invite la phénoménologie des blessures morales à laquelle vous appelez. C'est à 3 niveaux que vous décrivez les mécanismes de la reconnaissance: affectif, juridique et culturel. Et à ces 3 niveaux, il est possible d'agir pour retenir celles et ceux qui s'égarent, puis s'enfuient de notre monde commun, terrassés qu'ils sont par le mépris qu'on leur oppose parfois. L'alliance de la philosophie et des sciences sociales s'impose ici avec la force de l'évidence. Votre œuvre, tout entier, témoigne du même souci de répondre aux grandes questions sociales et politiques
par la même démarche, refusant tout à la fois les impasses de la métaphysique et de l'idéologie, comme les piétinements de la description empirique ou la tyrannie de l'arrogance de l'expertise. Votre critique, le mot est hélas souvent galvaudé, rejoint celle qui est à l'œuvre dans les sciences sociales, à laquelle l'École des hautes études veut rester fidèle. Pour cette conférence Marc Bloch, organisée à quelques jours des élections européennes, qui ne nous ont pas tout à fait rassurés sur l'avenir de l'Europe, vous avez accepté de vous emparer d'une question qui hante tous les Européens, et sans doute d'autres aussi, dans le vaste monde. La recherche en sciences sociales n'a jamais cessé de mettre au jour les inégalités qui minent nos sociétés, les fragilisent et peuvent finir par les détruire. Mais en leur sein sont aussi à l'œuvre d'autres forces, comme vous le montrez dans un livre important publié en 2017 et auquel vous me permettrez d'accorder une importance et même une affection toute particulière, l'idée du socialisme. Vous y manifestez la conviction que le socialisme, en ce qu'il active ce que vous avez appelé des libertés sociales, est toujours en mesure de contrer la conception individualiste et appauvrie de la liberté qui ronge l'esprit de solidarité indispensable à l'homme qui n'est homme que parmi les hommes, selon la formule de Fichte qui pourrait être la vôtre et celle des sciences sociales. L'idée première du socialisme, observez-vous dans l'idée du socialisme, s'enracine dans la conviction qu'il doit être possible d'organiser à l'avenir des sociétés entières sur le modèle de telles communautés solidaires. D'un geste audacieux où s'efface la tension qui subsistait entre eux, les trois mots d'ordre de la Révolution française se trouvent réunis en un principe unique, interprété comme capacité à se compléter dans l'autre. La liberté individuelle coïncide parfaitement avec les exigences de l'égalité et de la fraternité. C'est sur ce rappel historique que je vous cède la parole en vous remerciant vivement d'être venu nous offrir votre regard plus que jamais nécessaire. Merci, Monsieur le Président, pour votre introduction si favorable. Mesdames et Messieurs, dear colleagues and friends, this will be the only English words I will say tonight. I'm extremely grateful for having been invited to deliver this year's Marc Bloch lecture. Overlooking the list of the former speakers, I'm deeply worried that my lecture might be a disappointment for all of you. This is going to be my first lecture in French, and I want to thank Julia Christ for making this possible by her brilliant translation. If you have difficulties in understanding what I try to say, it's not due to her translation, but only to my own pronunciation. So I will do my best not to make too many mistakes, so I hope you can follow me over the next more than 1 hour. Il ne se passe guère un jour sans que ne se diffuse une nouvelle terrifiante sur la désagrégation immanente de la communauté européenne. Dans tel pays, la sortie de l'Union européenne fait l'objet depuis des mois d'âpres querelles. Dans tel autre, les droits civils européens sont foulés aux pieds. Et dans un autre encore, un parti d'extrême droite est en train de mobiliser de larges couches d'électeurs pour son programme anti-européen. Quiconque ayant grandi, comme moi, à l'époque de la réconciliation franco-allemande et de l'enthousiasme pour l'idée européenne,
se croit actuellement dans un mauvais rêve. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la direction dans laquelle avance l'Europe semble s'inverser. Si jusqu'à présent nous étions engagés dans un processus continu d'accroissement de la cohésion, de régulation ciblée du marché et de progrès sociopolitique, il semble bien que nous sommes en train de faire volte-face et de régresser à grande vitesse vers une résurgence de la compétition interétatique, des convictions nationalistes et de la concurrence capitaliste. Les causes de ce bouleversement politique, de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, sous la forme d'un retour à l'État-nation et d'une réduction des prestations sociales dans toute l'Europe, ont d'ores et déjà fait l'objet de nombreuses recherches. Klaus Hofer en a proposé un exposé concis dans son essai « L'Europe prise au piège ». Avec l'introduction irréfléchie et précipitée de la monnaie unique, les obstacles nationaux au flux des capitaux et l'accès aux différents marchés du travail devaient être levés afin de faciliter la coopération économique. Mais cette unification de la monnaie a eu pour effet non intentionné d'accroître de façon massive et abrupte les écarts entre les produits intérieurs bruts des différents États membres. Les puissances économiques riches et exportatrices, en premier lieu l'Allemagne, grâce à un positionnement favorable sur le marché d'échange des biens, ont pu augmenter durablement leurs profits tirés des exportations, tandis que les régions économiques plus faibles, notamment dans le sud de l'Europe, ont subi de lourdes pertes. Il a fallu que la crise financière internationale ainsi que l'afflux de réfugiés en provenance de pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, ravagés par la guerre et la pauvreté, s'ajoute à ce déséquilibre économique au sein de l'Europe pour créer l'état de malaise et d'insatisfaction qui s'observe aujourd'hui partout en Europe. Une large partie de la population européenne est sous l'emprise de la crainte des injustices sociales et politiques qui sont de plus en plus souvent imputées à l'hypertrophie de l'appareil bureaucratique qui est perçu comme un effet de la centralisation. L'Europe unifiée, fière de ses acquis civilisationnels, est devenue en peu d'années une entité d'État délabrée qu'on peine à faire tenir ensemble et à la vue de laquelle on ne peut réprimer le sentiment qu'une ultime secousse pourrait la faire s'effondrer définitivement. La question de savoir ce qu'il faudrait faire face à cette situation menaçante préoccupe aujourd'hui tous les esprits qui n'ont pas encore abonné l'espoir en une Europe démocratiquement unie. Dans ce camp, qu'il se rétrécit de plus en plus, on est d'accord seulement sur un point. Il faut à la fois prendre en considération des facteurs objectifs et subjectifs, c'est-à-dire les nécessités fonctionnelles et les convictions morales, si on veut arrêter la régression de l'Europe et proposer à ce rassemblement d'États démoralisés une perspective solide et enthousiasmante pour son avenir. Il faut en effet tenir compte de nécessités fonctionnelles dans l'examen de ces possibilités, car aucun projet de renouveau démocratique de l'Europe n'aboutira sans au moins prendre des mesures politiques susceptibles de résorber les disparités économiques et de renforcer la capacité des institutions existantes à agir et à gouverner. Mais pour qu'elles
que de tels plans de réforme sociale et économique globale, si jamais il en existe, puissent devenir effectifs, il faudrait qu'ils aient au préalable conquis les cœurs et les esprits des citoyens européens. Sans prendre en considération ce facteur subjectif, les convictions morales, opinions et préférences de tous ceux qu'il faut rallier à la cause du renouveau de l'Europe par les voies institutionnelles, de la formation, de la volonté politique commune, aucun projet de réforme sociale et économique, pour viable qu'il soit, ne réussira. La grande et difficile question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir comment articuler les facteurs objectifs et subjectifs, les nécessités fonctionnelles et les motivations individuelles. Et il n'est pas aisé d'y répondre. Bien des projets de réforme économique et politique de l'Union européenne se laissent imaginer, mais ils resteront dépourvus de toute force de conviction tant qu'on ne fournit pas dans le même temps des arguments historiques expliquant pourquoi les citoyens devraient souhaiter miser, quand il en va de leur espoir des progrès sociaux et politiques, sur le corps rigide et bureaucratiquement ankylosé de cette association d'États européens. Leur incapacité de satisfaire ces deux exigences et de mobiliser des motifs subjectifs pour des impératifs objectifs vouent à l'échec les efforts les mieux intentionnés pour réveiller l'enthousiasme pour l'idée européenne. L'invocation actuellement très à la mode des valeurs chrétiennes dont on prétend qu'elles auraient par le passé soudé l'Europe culturellement manque de toute perspective crédible des réformes sociales et économiques urgentes et nécessaires. Et toute annonce des nouveaux plans de réformes sociales et économiques pour sa part est à court de preuves aux raisons pour lesquelles les États-nations ne devraient pas être en mesure d'assurer la prospérité économique de leurs citoyens de manière beaucoup plus efficace et ordonnée. De l'insuffisance de ces deux alternatives, la pure invocation de traditions culturelles d'un côté, le sobre appel aux intérêts individuels de l'autre, on peut cependant tirer des enseignements sur ce qui compte avant tout aujourd'hui dans toute tentative de redonner du souffle à une perspective sur l'avenir de l'Europe. Il faudrait être en mesure de reconstruire le passé de ces États qui, pour le meilleur et pour le pire, sont liés depuis des siècles, de telle sorte que le récit historique lui-même convainque les citoyens européens du fait qu'il est de bon conseil de ne rechercher les moyens appropriés pour plus de prospérité et plus de justice que dans un cadre qu'il soit commun. Dans la situation de crise actuelle, ce qu'on nomme volontiers la solidarité européenne ne saurait être renommé qu'à condition qu'on fasse percevoir aux personnes concernées que leur histoire commune exige que la protection et la défense de leurs intérêts légitimes en matière d'amélioration de leurs conditions sociales soient confiées au processus législatif d'un Parlement supranational. Je vais essayer, dans ce qui suit, de faire un premier pas en direction d'une telle reconstruction normative de l'histoire conflictuelle de l'Europe. Ce faisant, j'espère aussi pouvoir montrer dans quelle mesure le concept de la lutte pour la reconnaissance que j'ai développé à partir de Hegel peut être une inspiration importante pour réfléchir de manière productive sur les sources de la solidarité européenne. Beaucoup de tentatives actuelles pour régénérer la solidarité européenne sont en but à un malentendu. Celui de croire
que ce genre de sentiment d'une appartenance partagée ne pourrait être obtenu qu'à travers la mémoire de ceux qui nous partageons positivement de commun et de faits de gloire collective. On suppose souvent avec cette idée que les hommes ne veulent se soutenir mutuellement et porter ensemble des fardeaux qu'ils peuvent se référer à une histoire commune des grands succès réalisés collectivement. Mais un simple regard sur les ressorts de la cohésion familiale suffit à montrer qu'il est parfaitement erroné de penser que seules des expériences positives peuvent générer des sentiments de solidarité. Ce qui motive réellement les membres d'une famille à s'engager réciproquement pour le bien-être de l'autre est probablement moins une histoire de succès commun qu'une série de crises et catastrophes, morts, maladies, conflits, échecs personnels, qui ont été surmontés collectivement. Souvent, ce n'est pas l'expérience positive, mais l'expérience de calamité vécue ensemble, combattue en commun et finalement surmontée collectivement qui fait naître au sein de la famille un esprit de cohésion et de la solidarité. Or, ce qui vaut pour la famille individuelle est encore plus vrai pour une communauté politique. Pour autant que se manifestent en elle de liens de solidarité, celles-ci se fondent de la même manière sur une histoire commune faite de disputes et de conflits au cours de laquelle des événements négatifs ont été surmontés. Il y a toutefois une différence notable. Dans le cas des collectifs politiques, ces événements incisifs n'ont pas en général le caractère de fatalité qu'on éprouve passivement, mais d'atteinte aux normes communes de guerre et de crime qui soit ont été acceptés comme des faux frais de l'action menée collectivement, soit ont été l'objectif. Pour notre tentative consistant à dégager une source possible de la solidarité européenne se tournant vers le négatif a une première conséquence. Il conduit à couper court à ce mensonge éhonté qui se trouve généralement au début de tout récit bien intentionné de l'histoire européenne et affirme que la cohésion culturelle de l'Europe se fonderait sur les performances civilisatrices ou même morales qui auraient résulté de manière si exemplaire des échanges mutuels au sein de ce groupe d'États au cours des siècles passés. Rien ne saurait être plus faux et plus préjudiciable à la recherche des sources de la solidarité européenne que cette forme d'outrecuidance morale. Depuis un certain temps maintenant, on rapproche de toutes parts aux élites politiques et intellectuelles en Europe et à juste titre de chérir et de charrier une représentation morale de l'Europe qui contredit les faits historiques de la façon la plus absente. La traite des esclaves pratiquée depuis des siècles sur le continent européen et dans les îles britanniques, la domination coloniale brutale exercée par une partie des pays européens en Asie, en Afrique et en Amérique latine, l'exploitation impitoyable de la classe ouvrière au XIXe siècle, le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie. Voilà autant d'atrocités dont la gravité devrait faire rougir quiconque parlant des valeurs européennes. À chacune de ces valeurs est attachée, comme la part d'un héritage indissoluble, la trace des injustices et du sang versé dans ces atrocités. Ni la liberté individuelle, ni la tolérance, ni la souveraineté populaire, ni l'État-providence ne sont des idéaux normatifs nés dans l'innocence,
comme s'il ne s'agissait de rien d'autre que de nobles et pures propositions sur la possibilité de perfectionnement du genre humain. Au contraire, ils procèdent tous de l'effort intellectuel visant à apprivoiser les forces destructrices de l'arrogance et de l'oppression et à maîtriser les effets les plus dévastateurs des conflits et des guerres. C'est pourquoi le préalable de toute tentative pour repenser la cohésion et la solidarité européenne est d'admettre amèrement que notre propre histoire est avant tout une suite des méfaits graves, de crimes atroces et d'atteintes majeures aux normes. À commencer avec les croisades, à poursuivre avec les sanglantes guerres de religion, puis la traite sans scrupule des esclaves, les conquêtes coloniales et l'exploitation au terme du capitalisme industriel, et à finir avec la Shoah, il n'est alors pas exagéré de considérer le continent européen comme le foyer des pires atrocités que le monde ait connues jusqu'aujourd'hui et qui, à chaque nouvelle étape de l'histoire européenne, ont abattu toujours plus des barrières morales et précisément celles qu'on croyait jusque-là intouchables. Cette suite de crimes et d'atteintes graves aux normes communes n'est pourtant qu'un des versants du procès historique qui doit être reconstruit si l'on veut essayer de découvrir une source de revitalisation de la solidarité européenne. Il est vrai que même si on se contenait de décrire ce côté négatif, cela permettrait déjà de percevoir la raison morale des devoirs et obligations que la Fédération d'États européenne a contractés à l'égard d'une grande partie de la communauté mondiale. Qu'il s'agisse de la restitution d'œuvres d'art volées, de l'asile à accorder aux populations touchées par la guerre, le génocide ou la misère, ou encore de l'investissement d'une partie de produits intérieurs bruts dans des politiques de développement, on est toujours face à des devoirs rendus juridiquement plus ou moins contraignants que les États européens doivent assumer en raison des atrocités et des violations des normes commises dans le passé. Mais le souvenir de ce côté sombre et criminel de l'histoire européenne ne fournit évidemment encore aucune indication susceptible d'inciter les citoyens européens à établir des relations de confiance et de se porter mutuellement garant de leurs biens communs. Les crimes de l'Europe, s'ils n'ont pas été collectivement commis, ont été collectivement tolérés. Ceci oblige l'Europe moralement et juridiquement vis-à-vis l'extérieur, mais ne crée pas d'obligation de solidarité à l'intérieur. L'origine des obligations entre les citoyens européens n'apparaît que lorsqu'on réalise que l'Europe a été entraînée dans une dynamique d'interrogation sur elle-même et d'autocorrection morale qui se poursuit encore aujourd'hui. J'ai déjà indiqué en quoi consiste plus précisément cette autre version de l'histoire européenne, inséparable du premier, quand j'ai évoqué la genèse particulière des valeurs dites européennes. J'ai dit que ces idées normatives résultent de l'effort toujours renouvelé de contrôler les forces destructrices qui couvent au sein de l'Europe par un travail théorique et intellectuel qui aboutit à l'ancrage institutionnel des principes moraux de la coexistence sociale. Sur cet entrelacement fatidique de la violation des normes et de l'examen moral de soi-même, autrement dit, du crime et de son traitement réflexif qui a façonné l'histoire européenne si profondément
qu'on peut y puiser aujourd'hui les ressources pour la solidarité de tous les citoyens européens. Les membres de l'Union européenne se doivent mutuellement secours et soutien parce que ce n'est que par la coopération qu'ils peuvent poursuivre le processus par lequel les générations précédentes ont appris à réparer les injustices morales en mettant en œuvre des corrections institutionnelles et ainsi à collaborer à l'édification d'un collectif plus juste. Avant d'expliciter plus avant cette idée de l'engendrement de la solidarité européenne à partir du dépassement collectif des malheurs qu'on a causés soi-même, je voudrais d'abord illustrer par quelques exemples cet entrelacement singulier dans l'histoire européenne entre crime et autocorrection morale. L'histoire de l'Europe n'a nullement été un processus idyllique de progrès moral et d'acquis civilisationnel. Quiconque croit pouvoir peindre le passé européen aux couleurs joyeuses d'un accroissement constant du niveau de justice et de liberté jette un voile impudique sur les crimes commis sur le continent. Lorsqu'il y a eu des progrès moraux dans nos contrées, ils ont toujours eu lieu après coup, à travers une réflexion rétrospective sur les règles morales, à même de mettre un terme aux causes du crime. Toutefois, ces processus cathartiques ont pris à chaque fois la forme particulière que les principes normatifs qui semblaient aptes à modérer ou à contrôler les forces destructrices n'ont pas été introduits en ligne droite, comme un effet répondant à une cause. Au contraire, cet examen de soi moral prenait typiquement la forme d'un conflit prolongé au cours duquel différentes parties débattaient des moyens adéquats pour opérer les corrections normatives et institutionnelles appropriées. Ces va-et-vient entre des arguments employés par les différents groupes pour décider quelles règles morales peuvent rendre la société moins nuisible et partant plus juste, a conféré au processus de la formation intellectuelle de l'Europe un caractère spécial. Il n'y a jamais eu seulement une bonne solution, mais toujours plusieurs, si bien que le continent européen, sans le vouloir et malgré ses penchants régressifs, est devenu un laboratoire d'expérimentation des dispositions normatives destinées à civiliser les conditions de vie humaine. J'aimerais expliciter, en prenant en considération 3 tournants historiques particulièrement marquants, dans quelle mesure le processus de réévaluation réflexive de l'injustice passée a toujours pris en Europe la forme d'un conflit de longue durée pour les meilleurs arguments. Un point sur lequel il m'importe d'insister. Ce combat autour du pour et du contre de certaines propositions de correction morale et politique n'est pas à ce jour terminé, mais persiste toujours sur la forme de point de vue alternatif sur la justice commune. Il est judicieux de faire commencer cette reconstruction des tournants centraux dans l'autocompréhension européenne avec les dépassements intellectuels des guerres de religion. C'est en effet à ce moment que, pour la première fois, dans la tentative de saisir réflexivement les causes et les conséquences de cet événement catastrophique, une sorte de communication politico-philosophique a eu lieu par-delà les frontières des différents pays européens. La figure clé dans cette controverse est certainement Thomas Hobbes, qui doit être considéré comme le fondateur de la philosophie politique moderne. Hobbes a offert une solution étonnamment simple
pour contenir par la voie du droit civil la guerre civile religieusement motivée. La force d'attraction de sa solution résida dans la promesse de réconcilier le désir de liberté de l'individu avec les exigences d'un gouvernement autoritaire, mais garantissant la paix. Selon Hobbes, si tous les citoyens comprenaient rationnellement la menace que constitue un État social non régulé et se décidaient en conséquence de se soumettre collectivement à un souverain au pouvoir absolu, alors chacun d'eux pourrait conserver sa liberté naturelle au sein d'un système social désormais pacifié par les hauts et garantissant, pour cette raison même, la paix et la sécurité. Pour Hobbes, cette liberté de l'individu ne consistait de toute façon qu'à pouvoir faire à sa guise ce que les obstacles extérieurs, y compris les lois du souverain, n'empêchaient pas. Des résistances intellectuelles ont tout fait de se manifester contre un concept de liberté aussi étroit et uniquement déterminé négativement. Ces résistances étaient portées par des groupes d'opposition adoptant une position critique à l'égard de la monarchie anglaise. Elle s'appuie sur des traditions plus anciennes, grecques et romaines, de la conception de l'État afin d'ouvrir une voie républicaine pour pacifier la guerre civile. La liberté individuelle ne saurait être considérée comme donnée à partir du seul moment où aucun obstacle extérieur ne vient contraindre le bon vouloir de l'individu. Il n'y a de liberté individuelle qu'à condition que l'individu puisse former et formuler ses intentions sans être soumis à la coercition, l'influence ou la domination exercée par d'autres personnes. Combien même cette idée de la liberté individuelle reste, elle aussi, en un certain sens, négative, car elle se définit encore une fois par l'absence de quelque chose, elle a ouvert la voie à une compréhension de l'ordre politique légitime diamétralement opposée à celle de Hobbes. Le critère pour mesurer la légitimité d'un gouvernement étatique est désormais sa capacité à protéger l'individu des rapports de dépendance en lui accordant le droit de participer à la formulation de la loi, et non, comme c'est le cas dans le modèle hobbesien, sa capacité à maintenir l'ordre et la sécurité de la société. Je ne voudrais pas qu'il y ait mécompréhension sur ce point. Bien évidemment, ce ne sont pas ces deux modèles de la liberté qui ont mis fin aux guerres de religion, en vertu, peut ainsi dire, des représentations normatives qu'ils véhiculaient. Ces guerres ont pris fin avec la paix westphalienne, un traité de paix transnational entre les belligérants, et les implications normatives de ce traité ont été bien plus cruciales pour ce qui deviendra le droit des gens que pour la question de la légitimité de l'ordre interne des États. Mais le fait de la guerre elle-même, le fait que la mobilisation aveugle en défense de sa propre foi ait conduit involontairement à la destruction d'innombrables vies humaines, a exigé que les intellectuels de l'époque réfléchissent, au milieu même de la guerre, à l'étendue et aux limites de la liberté de chaque citoyen. Et c'est au cours de ces tentatives d'autodiscipline normative que sont nées en Europe deux conceptions de la légitimité de l'ordre étatique qui, malgré toutes leurs différences, continuent jusqu'à ce jour à déterminer nos vues politiques. D'un côté, il y avait les partis et groupes plutôt conservateurs qui, au nom du maintien de la stabilité politique et de la sécurité,
voulait que la liberté individuelle soit comprise comme un espace légalement protégé, réservé à des préoccupations strictement privées. De l'autre côté, il y avait des forces qu'on percevait déjà à l'époque comme progressistes qui, au nom du dépassement de l'État absolutiste et du paternalisme politique, comprenaient la liberté individuelle comme la participation de chacun à l'autolégislation dans un collectif politique républicain. Mais il a fallu encore plus d'un siècle avant que Rousseau et Kant développent cette seconde idée et en fassent le fondement intellectuel des révolutions démocratiques sur le continent européen. Dorénavant, la liberté individuelle était comprise sous une forme négative ou positive, comme le droit de se donner à soi-même sa loi. Comme ce droit ne pouvait être exercé que collectivement dans le domaine politique, c'est-à-dire dans les affaires qui concernent l'ensemble des citoyens, il exigeait sur le plan normatif une forme démocratique de gouvernement. Bien que le Parti républicain ait, dans sa marche triomphale, ainsi définitivement gagné le combat pour l'hégémonie intellectuelle en Europe, les défenseurs de l'autoritarisme hobbésien n'ont jamais renoncé et ont toujours été en mesure de gagner de nouveaux partisans, ce que soit sous la forme de mouvements antidémocratiques ou même d'aspirations dictatoriales. D'une certaine manière, les deux réponses apportées aux guerres de religion européennes sont toujours restées présentes dans le discours public européen. Jusqu'à aujourd'hui, on peut fonder la légitimité du pouvoir politique sur la garantie de la sécurité, de stabilité et d'ordre qu'offre l'État, ou bien on peut la relier à la participation démocratique du peuple à la formulation de la loi commune. Le résultat est similaire si on se tourne vers un deuxième tournant dans l'histoire des efforts européens pour dompter les forces destructrices à l'œuvre et pour contrôler les causes des déchirements, des guerres et des injustices. Près de 300 ans après les guerres de religion, l'indicateur majeur de l'injustice n'est plus l'oppression et la persécution des personnes d'autres confessions, mais l'exploitation et la privation de droits du prolétariat. Le grand livre de Engels sur la situation de la classe ouvrière anglaise, qui paraît en 1845, n'est que l'apogée stylistique d'un grand nombre de rapports qui, depuis le début du XIXe siècle, décrivent les conséquences dévastatrices de l'exploitation effrénée du prolétariat industriel émergent. Ce qu'on pouvait y lire sur le travail des enfants, la durée de la journée de travail et les salaires de misère inquiétait et indignait rapidement une large partie de la population européenne à tel point qu'on éprouvait à grande échelle la nécessité morale d'une réponse à la question sociale. Comme pour les guerres civiles religieusement motivées, les dispositions morales proposées pour remédier à cette situation scandaleuse étaient divergentes dans ce cas aussi. Dans ces âpres disputes, un premier pôle ressemblait ceux qui, avec Marx et les premiers socialistes, étaient convaincus que la misère de la classe ouvrière ne serait éliminée que par l'abolition de la propriété privée, des moyens de production et, partant, par le dépassement de la forme économique capitaliste. Au milieu du spectre se tenait un autre groupe, non moins important, qui croyait en la possible réformabilité interne du marché capitaliste et proposait par conséquent d'améliorer les conditions de travail, la sécurité sociale et le niveau de vie du prolétariat industriel
par des mesures légales. Enfin, à l'autre pôle se trouvait un parti relativement petit, mais doté d'un pouvoir de négociation considérable qui entendait convaincre l'opinion publique que la situation extrêmement précaire des travailleurs industriels n'était que le prix temporaire à payer pour augmenter la prospérité générale. Un argument qui a toujours cours sous le nom de théorie de ruissellement. De même qu'il est relativement facile de nommer le centre normatif des débats autour des guerres de religion, il est relativement facile d'identifier l'axe normatif autour duquel ont tourné les débats théoriques et les conflits politiques relatifs à la question sociale. La question était de savoir quelle forme devrait prendre dans l'avenir le système économique pour éviter la misère de la souffrance de ceux qui accomplissent effectivement le travail nécessaire pour créer et maintenir la prospérité économique. On sait qu'au cours du XXe siècle, après de longues luttes acharnées, l'aile modérée du mouvement ouvrier a remporté une victoire, au moins à titre provisoire. Dans presque tous les pays d'Europe, l'État est désormais chargé de réglementer par des moyens légaux le marché du travail capitaliste pour répondre aux demandes légitimes des travailleurs en matière de sécurité au travail, de prestations économiques de base et de limitation de la durée du travail. Certes, ces grandes réalisations de l'État social et de l'État-providence ne doivent pas occulter la friabilité et la fragilité du consensus social sur lequel elles reposent. La forme nouvelle prise par le système économique capitaliste dans les 4 dernières décennies, avec la dérégulation massive des marchés et l'ascension spectaculaire du capital financier vers les lieux économiquement décisionnaires, indique assez clairement que les politiques de protection sociale n'ont pas forcément vocation à durer. Dans les débats qui ont été menés depuis lors sur les avantages et les inconvénients du marché capitaliste, les fronts sont étonnamment semblables à ceux des conflits du XIXe siècle. On y voit toujours un parti résolu à abolir les rapports économiques capitalistes au nom de la justice sociale, un deuxième qui croit possible une civilisation du marché capitaliste et enfin un troisième qui, considérant les effets bénéfiques qu'elle aurait pour toutes les couches de la population, préconise d'amplifier la dérégulation du marché. Si nous dressons un bilan intermédiaire, on peut dire pour l'instant que la gestion intellectuelle des malheurs et injustices que l'Europe a régulièrement engendrés, des normes antagoniques qui sont présentées jusqu'à ce jour et rendent possible qu'un seul et même domaine du social fasse l'objet d'un encodage alternatif. Ainsi, l'ordre politique peut être jugé soit à l'aune de la sécurité et de la stabilité, soit à l'aune de la possibilité qui est conférée à tous de participer à la formation de la volonté commune. Le système économique peut être mesuré à l'aune de l'efficacité économique ou de la justice sociale. Bien que, grâce aux luttes sociales, le second point de vue jouisse dorénavant d'un avantage institutionnel. Cela ne signifie aucunement que les idées alternatives aient complètement disparu. Au contraire, chaque situation d'instabilité politique, chaque crise économique montre que ce n'est qu'une question de temps
avant que les normes adverses soient de nouveau affirmées avec véhémence et que soient réclamées, en leur nom, des révisions correspondantes de l'ordre institutionnel. Mais avant de poursuivre cette idée, j'aimerais aborder un autre tournant dans l'autocompréhension de l'Europe qui nous amène au seuil du présent. À la différence des deux premiers désastres moraux, l'élaboration réflexive d'une 13e atrocité commise par l'Europe s'est fait attendre longtemps, trop longtemps. Le colonialisme exercé pendant des siècles par différents pays européens n'a pas encore, jusqu'à nos jours, été normativement traité et expié d'une manière appropriée. Pendant longtemps, la conquête éhontée et l'exploitation effrénée de pays sur le continent africain, asiatique et sud-américain ont été soit justifiées sur le fond de considérations racistes, comme une entreprise de civilisation de culture arriérée, soit approuvée comme un sous-produit parfaitement légitime de l'expansion économique des grandes puissances européennes. En aucun cas, ces pratiques d'appropriation violente de terres étrangères, de leurs ressources naturelles, forces productives et biens culturels n'ont été perçues comme immorales ou criminelles. Certes, des événements particulièrement problématiques liés à l'exercice de la domination coloniale qui dépassaient le cadre de ce qui était considéré comme normal, appelaient ici ou là en Europe des plaintes et des griefs, mais même des contemporains aussi subtils que John Stuart Mill ou Alexis de Tocqueville, en dépit de leurs convictions universalistes, ont chaque fois trouvé des raisons pour justifier une pratique modérée de la colonisation. Seuls Diderot et peut-être Herder ont fait exception dans cette phalange de défenseurs d'un colonialisme éclairé. Ce n'est que sous la pression des mouvements de libération anticoloniale que, depuis les années 1950, de premières et timides démarches pour faire face à la culpabilité morale du colonialisme ont eu lieu. Pourtant, ce sont de nouveau deux facéaux de normes différentes et opposées que les Européens mobilisent pour rendre compte de leur passé colonialiste. Un parti y voit une injustice historique d'une telle ampleur que ses conséquences économiques, politiques et culturelles se font encore sentir aujourd'hui. La situation misérable dans laquelle se trouvent encore de nombreuses anciennes colonies est ici interprétée comme le symptôme d'un rapport de dépendance tacitement reconduit que seul le paiement des réparations substantielles et diverses pourra abolir. L'autre partie contredit avec force cette conception d'une culpabilité et dette persistante, estimant que la souveraineté étatique octroyée aux anciennes colonies libérées les anciens pays colonisateurs de toute obligation. Dans le meilleur des cas, on accepte d'accorder des avantages à l'immigration vers les anciennes puissances coloniales, mais les demandes de dédommagement, d'aide à la reconstruction ou de restitution d'œuvres culturelles sont strictement rejetées tant qu'elles sont réclamées au nom de prétendues injustices commises dans l'histoire. De la même manière que les deux processus d'amendement mentionnés plus haut, l'élaboration réflexive des injustices coloniales conduit donc aussi à une situation où deux points de vue normatifs se trouvent en tension mais coexistent pourtant.
Cependant, ce dernier chapitre de la longue histoire de l'autocritique européenne n'est pas encore suffisamment avancé pour permettre de dire qu'un système de codage alternatif stable se soit développé en Europe à propos des crimes de colonialisme. Les trois tournants dans l'histoire européenne que j'ai évoqués devraient toutefois suffire à justifier une conclusion dont l'importance ne peut guère être surévaluée quand on se met en quête des sources de la solidarité européenne. L'unité culturelle de l'Europe ne consiste pas dans une orientation normative commune partagée par-delà les frontières nationales. Elle ne consiste assurément pas non plus dans une histoire commune des grandes œuvres civilisationnelles qui auraient fait le bonheur du reste du monde. Pour autant qu'on puisse parler d'une telle unité de l'Europe, elle résulte de l'étonnante capacité à élaborer et à surmonter réflexivement dans des processus discursifs les atrocités, forfaits et violations normatives commises, de telle sorte que finalement on parvient au moins à s'accorder sur la légitimité morale de différents points de vue. Ni le consensus, ni l'harmonie ne forment le fondement culturel de l'Europe, mais l'accord tacite sur l'objet et l'objectif du conflit moral. Dans ce qui suit, j'aimerais montrer ce que cette coprésence constante d'un pour et d'un contre, la liberté négative et la liberté positive, la démocratie et la raison d'État, les lumières et les contre-lumières, l'État-providence et le libéralisme économique signifient pour la possibilité d'une solidarité européenne. À regarder l'état de délabrement de l'Europe actuelle, on souhaiterait parfois retrouver l'optimisme historico-philosophique de Marcel Mauss. Ce grand anthropologue, dans son œuvre posthume sur la nation, avait développé en toute confiance la thèse que les forces poussant à la socialisation de l'économie seraient aussi inévitablement au service du démantèlement des frontières étatiques et ouvriraient ainsi le chemin de l'internationalisme de l'avenir. Nous avons perdu la foi dans cette force unificatrice des aspirations socialistes, capable de faire tomber les frontières nationales. Il est devenu difficile d'espérer que le désir partagé d'un contrôle social accru des apports de production fasse prochainement renaître l'esprit de la solidarité européenne. J'ai déjà mentionné les voies qui restent aujourd'hui ouvertes pour trouver des alternatives réalistes. Au lieu de rechercher les sources d'une telle solidarité dans un stock fantasmé de traditions religieuses ou de prétendus hauts faits, il faudrait peut-être plutôt se tourner vers l'histoire des crises et des conflits surmontés collectivement. Il se pourrait en effet que c'est moins l'évocation d'un passé positif que la mémoire d'événements négatifs collectivement surmontés qui rapproche les hommes et les amène à s'engager les uns pour les autres. Dans ce qui suit, j'expliciterai davantage cette idée afin de préparer ma réponse à la question posée au début de cet exposé. L'idée que ne sont pas l'harmonie ou le consensus qui créent le lien de solidarité, mais la conflictualité sociale n'est pas nouvelle dans la tradition de la pensée sociologique. Parmi les classiques de la discipline, c'est avant tout Georg Simmel qui a soutenu l'idée
que la dispute entre les êtres humains est toujours source de points communs et contribue donc de manière essentielle à l'intégration des groupes sociaux. Mais il justifie cette thèse par un argument qui n'a que peu d'utilité pour mon propos, car il se contente, en suivant Nietzsche, de mettre en avant la fonction vitalisante et activante de la discorde du conflit. Même les considérations dans lesquelles Albert Hirschman reprend l'idée similienne en la modifiant à la marge ne correspondent pas tout à fait à ce que je me représente quand je parle des effets d'intégration de la discorde normative. Dans un de ses derniers essais, le sociologue américain a avancé la thèse intéressante selon laquelle, dans les démocraties, le conflit politique a une fonction d'intégration sociale dans la mesure où il exige des membres de la société à se porter mutuelle considération et les oblige ainsi, malgré toutes les différences, de prendre en ligne de mire le bien commun. Cependant, Hirschman estimait que cette affirmation n'était valable que pour les conflits portant sur la distribution de biens socialement divisibles. Dans ce cas précis, il est en effet nécessaire de trouver chaque fois des compromis temporaires, évitant ainsi que surviennent des situations de blocage. Mais le conflit que j'ai à l'esprit sont d'une toute autre facture. Il ne se caractérise ni par l'affrontement entre valeurs inconciliables, ni par la lutte pour la distribution appropriée de biens divisibles. Ils opposent différentes conceptions sur la manière d'expier une injustice collectivement ressentie comme un fardeau, de sorte que le remède bénéficie de façon égale à tous ceux qu'elle touche. Dans un tel cas de figure, la production d'une perspective qui s'énonce à la première personne du pluriel précède la discorde. Car ici, les divergences de vue entre les participants du conflit n'existent que parce qu'un accord s'est tacitement formé au préalable sur le fait qu'un certain événement est constitutif d'un crime qui, du fait que chacun en est responsable de manière directe ou indirecte, ne peut être surmonté que collectivement. Si on reprend la comparaison avec la famille sans en forcer le trait, on peut comprendre la genèse des sentiments de solidarité selon un schéma similaire. Au début, il y a ceux qui unissent les membres de la famille, à savoir l'accord spontané, la plupart du temps pas formulé comme tel, qui fait qu'un événement négatif constitue un défi pour chaque membre de la famille au même titre, et ceci parce que chacun est affecté par lui et doit par conséquent prendre sa part à sa résolution. Le conflit susceptible de s'enflammer à propos des moyens adéquats pour gérer ce défi au mieux renforce alors plutôt la cohésion déjà existante du groupe familial qu'il ne l'entame parce que chaque membre sait dans quel but partagé le conflit est mené et pourquoi il mérite d'être mené malgré l'épreuve qu'il représente. Selon cette conception qui s'écarte de celle de Simmel et de Hirschman, les conflits et les disputes ont des effets d'intégration si les parties impliquées comprennent plus ou moins clairement en vue de quel objectif ressenti comme raisonnable et juste elles le mènent.
On est pour ainsi dire d'accord au second degré, puisqu'on est au moins d'accord sur ce sur quoi on est en désaccord et sur le fait que la dispute vaut la peine. Bref, d'un tel conflit, on pourrait dire, en adaptant une célèbre expression de John Rawls, qu'il s'agit d'un reasonable disagreement. Si maintenant on accepte de comprendre les conflits moraux qui résonnent en Europe depuis des siècles selon ces schémas, on y perçoit déjà un premier germe, encore frêle, de la solidarité européenne. De Londres à Riga, en passant par Paris et Saint-Pétersbourg, les savants, aussi bien que les profanes, se sont disputés depuis l'époque des guerres de religion sur la question de savoir ce qu'il convient d'entreprendre moralement pour lutter contre les causes des tendances toujours plus manifestes à l'exploitation, à la guerre, à l'oppression et à l'exclusion, et pour en finir une fois pour toutes. Dans ce discours souterrain, mais constant, qui a marqué l'histoire des mentalités européennes plus profondément que toute autre controverse, s'est donc formé non pas certes un accord de premier degré, mais bien un accord de second degré. Toutefois, cette forme de socialisation par les disputes n'a fait que préparer le terrain pour une solidarité à venir entre les citoyens européens. Les controverses permanentes pour savoir quelles alternatives seraient les meilleures ou, à l'inverse, le pire pour discipliner normativement nos comportements sociaux ont en fait permis de réveiller l'intérêt bienveillant des différents pays à l'égard des positions des autres, peut-être même de créer un sentiment d'appartenance commune, mais pas de favoriser de surcroît des dispositions à l'assistance mutuelle dans la prise en charge d'objectifs communs. L'impulsion pour le passage de liens de coexistence permanents mais lâches à des liens de solidarité obligatoires et contraignants a été donnée par la survenue d'un acte d'une monstruosité telle que des efforts plus importants et qualitativement différents de ceux du passé sont apparus indispensables. La Deuxième Guerre mondiale a été en elle-même l'expression d'un déchaînement dans la destruction qu'il était impossible d'ignorer. À sa sortie, une deuxième prise de conscience bouleversante a eu lieu. Un des pays le plus civilisé et cultivé d'Europe a commis au cœur de cette Europe le crime le plus grave jamais perpétré dans l'histoire de l'humanité. La Shoah, planifiée et exécutée par l'Allemagne nazie, mais trop longtemps tolérée et permis par certains pays voisins qui n'étaient pas eux-mêmes exempts d'antisémitisme, a représenté un tournant dans l'autocompréhension de l'Europe qui est de nature de se distinguer de ceux que nous avons connus jusqu'à cette date. Ce qui s'est passé en réaction à cette catastrophe morale en Europe occidentale n'est pas simplement une étape supplémentaire dans les processus continuels de remise en question morale et d'amendement institutionnel. On a bien plutôt assisté à un changement fondamental dans la forme des disputes et des controverses au moyen desquelles le potentiel destructeur de la civilisation européenne avait jusqu'alors été traité. Ce changement dans la forme du processus d'autodiscipline européenne qui a commencé à se dessiner
dans les années 1950 avec la création de la Communauté économique européenne est si important qu'il appelle une analyse plus approfondie. Sans doute, ce qui s'est joué à ce moment n'apparaît pas bien plus qu'une première tentative pour tirer du désastre de la Deuxième Guerre mondiale la conséquence d'une intensification de la coopération économique entre certains pays ouest européens. En faisant confiance à la vieille doctrine du doux commerce, on a cru que l'entente sur une politique économique mutuellement bénéfique était le meilleur moyen pour pacifier les rapports interétatiques. Mais sur la surface des apparences, ces premiers pas vers l'intégration européenne contenaient déjà l'intention beaucoup plus ambitieuse de créer une alliance d'États à laquelle devrait revenir à plus long terme une véritable tâche de coordination pour toutes les questions d'importance politique. Si on avait le courage d'adopter une herméneutique généreuse, on pourrait peut-être dire qu'émergeait déjà à cette époque en Europe occidentale l'idée de ne plus laisser la possibilité d'une civilisation de notre culture aux aléas de rencontres contingentes et de la prolifération erratique des controverses. On entendait au contraire consolider et centraliser les innombrables efforts d'auto-examen et d'autocontrôle qui s'étaient jusqu'alors déroulés sur le continent européen de manière plutôt spontanée et non coordonnée. À envisager les timides débuts de l'unification européenne sur cet angle, ce n'est pas forcer la note que d'affirmer qu'il manifestait l'intention d'établir une sorte de surmoi collectif. Au lieu de laisser l'apprivoisement et la conjuration de notre destructivité et de nos penchants à l'exploitation, à la guerre et à la xénophobie, au hasard du cours heureux des controverses et des compromis, cette tâche devait désormais être assumée par une instance supérieure dotée d'une autorité contraignante. Il est vrai que parler d'un surmoi collectif est quelque peu fallacieux dans la mesure où cela suggère qu'il s'agirait d'une instance qui, certes, aurait été établie d'un commun accord, mais qui fonctionnerait néanmoins de façon monologique. Il serait, de ce point de vue, plus sensé, bien que linguistiquement disgracieux, de parler de l'intention de créer un sur-nous, procédant de manière dialogique et discursive. Dès les prémices de la construction européenne, les déclarations et les programmes officiels affichaient la résolution de faire, tôt ou tard, de cette alliance d'États une communauté démocratique dont les décisions procéderaient de la volonté conjuguée de l'ensemble des citoyens des États nationaux concernés. Quelles que soient les décisions prises dans les décennies suivantes par les États alliés sur la forme précise de cette communauté transnationale, quelles que soient aussi les interprétations qui ont été avancées quant à sa structure d'organisation exacte, il y eut dès le départ accord sur sa fonction morale minimale. La transition vers une démocratie supranationale devait garantir que, dorénavant, le processus discursif d'autocontrôle normatif du continent européen se passerait dans le cadre réglé d'un dialogue sur
pilotage centralisé, mais coextensif à tous les citoyens européens. Il s'est agi d'institutionnaliser les conditions d'une discussion équitable, exempte de pression et de contraintes sur toutes ces questions. Voilà l'idée fondamentale qui sous-tendait les origines, la fondation de l'Union européenne. Si l'on comprend le projet d'une intégration politique de l'Europe, d'abord et avant tout à partir de cette idée négative, prévenir les crimes et les atteintes aux normes sur le sol européen par un mécanisme d'autocontrôle discursif. La perspective sur les sources d'une solidarité possible se déplace en même temps que l'enjeu de la construction européenne se modifie. Cette solidarité ne s'enracine pas dans la convergence sur des objectifs positifs, ni dans des traditions culturelles partagées, mais dans la volonté commune d'empêcher que le pire se produise en instaurant une instance démocratique d'examen de conscience. C'est la mémoire inaltérable, transmise de génération en génération, de la guerre, des expulsions, de l'exclusion et du génocide qui donne naissance à la cohésion sociale entre les citoyens européens. Nous sommes obligés de nous soutenir et de nous entraider parce que notre histoire nous a enseigné que les dispositions à la destruction et à la soif de puissance qui travaillaient l'Europe n'y sauraient être maîtrisées sont des procédures coopératives de contrôle moral de nos comportements. Toutefois, pour qu'un tel gouvernement supranational soit vécu comme l'expression d'une ambition solidaire et non comme un règlement imposé du dehors, il doit satisfaire des conditions institutionnelles qui puissent transcender la variabilité des opinions majoritaires. Il est en effet primordial que tous les citoyens européens, indépendamment de ce que la majorité de jour décide au cas par cas, disposent à long terme des mêmes chances et des mêmes moyens leur permettant d'exercer une influence réelle sur la formation de la volonté commune. Ceci m'amène à mon dernier point, à savoir les nécessités fonctionnelles que cette vision d'une Europe renouvelée doit aujourd'hui prendre en compte. Si nous pensons à l'unité de l'Europe, non pas comme il est habituel, en termes de consensus, mais en termes de dissensus, c'est-à-dire à partir des désaccords permanents sur les alternatives dans la lutte contre les injustices commises par l'Europe et qui ne laissent encore aujourd'hui de produire leurs effets, alors nous devons en tirer les conséquences sur l'organisation institutionnelle de la nouvelle communauté politique. Les mesures de politique économique qui ont marqué les prémices du processus d'unification immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale ont été un simple moyen pour établir par le commerce et les échanges un premier rapprochement entre des États qui jusqu'alors n'étaient que faiblement liés, surtout par des dissensions et des disputes. La véritable finalité sous-tendant cette nouvelle alliance transnationale était cependant de créer, à la faveur du démontage des frontières nationales, les conditions institutionnelles permettant de régler de concert et sous
sous une forme centralisée la question des digues à ériger pour contenir à l'avenir les tendances régressives du continent et pour civiliser à long terme les comportements sociaux. Ainsi, avec cette institutionnalisation d'un débat transnational sur les avantages et les inconvénients des différents chemins que les efforts d'autodiscipline morale sont susceptibles d'emprunter, l'Europe est devenue, contre son gré et en dépit de ses ambitions, un laboratoire de prospection des conditions de vie plus justes. Mais cette gageure réclamait d'emblée que les formes organisationnelles de la nouvelle communauté politique soient conçues de manière à répondre réellement aux exigences d'une telle réflexion discursive permanente. À ce titre, l'Union européenne, qu'on veuille l'admettre ou non, a été construite depuis ses débuts timides dans l'idée de rendre possible à l'avenir une prise de décision démocratique à l'échelle du continent. Si on abandonnait ce but d'une démocratie supranationale et le remplaçait par des programmes moins exigeants, on trahirait le sens et la finalité profonde dans l'esprit desquels nous avons initialement commencé à démonter les frontières entre les États-nations européennes. L'intention à l'époque, insistons-y, était de transformer par l'établissement des institutions transnationales le consensus de second degré tel qu'il existe déjà en le moulant dans la forme permanente d'un discours à la fois centralisé et à extension maximale. La question de la possibilité d'un contrôle moral de nos penchants à la destruction et à l'autoritarisme qui a donné lieu en Europe depuis des siècles à des luttes et des disputes assez clandestines et inorganisées est désormais censée faire l'objet d'un examen sur supervision centrale dans les forums publics de l'opinion européenne. On espérait que l'institutionnalisation d'un tel auto-questionnement démocratique conduirait à un contrôle conjoint et à une concertation réciproque, diminuant ainsi les tendances politiques régressives du continent et peut-être même les éliminant entièrement au long terme. Cependant, nous sommes aujourd'hui plus loin de réunir les conditions nécessaires qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Si, en ce temps, il y avait encore l'espoir que les fondements institutionnels d'une telle forme d'autocontrôle démocratique pourraient être posés dans un délai raisonnable, cette possibilité semble désormais relever d'un avenir lointain, imprévisible et difficilement planifiable. Il manque à l'heure actuelle toute volonté d'approfondir et de renforcer ces fondements institutionnels, ce qui est pourtant une condition nécessaire à la formation d'un espace public transnational européen. Bien que nous sachions maintenant assez bien ce qu'il en coûterait pour y parvenir, à savoir l'européanisation délibérée de partis politiques, des canaux de communication transnationaux sous forme de journaux, de radio et de télévision européenne, et également une deuxième langue commune obligatoire pour tous les pays membres, aucun effort n'est fait pour ne serait-ce que commencer à créer ces conditions. Les choses se passent comme si tous les acteurs concernés, les partis, la presse, les radios et télévisions, les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avaient depuis longtemps
perdu confiance dans la possibilité de répondre à ces exigences élémentaires. Mais quand bien même la construction de l'espace public européen serait plus avancée qu'elle ne l'est effectivement, il est probable que, dans les conditions actuelles, les bénéfices en seraient moindres que ce qu'on aurait pu espérer. Car là où tel pays est ravagé par la pauvreté, le chômage et l'état d'urgence sociale, alors que tel autre se caractérise par une prospérité confortable, une croissance économique soutenue et un revenu national élevé, même les moyens de communication les plus performants et les institutions démocratiques les mieux conçues ne permettent pas que se forme une opinion et une volonté commune parmi tous les intéressés. Avant même qu'on s'efforce de favoriser l'émergence de l'espace public européen, il importe donc aujourd'hui en Europe de s'atteler à la tâche de rendre moins inégalitaires les conditions de vie sociale et économique. Comme vous pouvez le constater aisément, nous retrouvons ici avec les réflexions avec lesquelles j'ai ouvert mon exposé. J'avais alors parlé de deux facteurs qu'il faut toujours considérer concurremment quand on attend insuffler de nouveau à l'Europe une vision enthousiasmante de son avenir. À côté des raisons subjectives susceptibles de motiver les engagements individuels pour une Europe commune, il convient, disais-je, de prendre en compte le facteur objectif. Pour la préservation de la communauté européenne, rien n'est aujourd'hui plus urgent que l'égalisation des chances de vie individuelle dans les différents pays membres. Mais j'avais également indiqué que ces deux facteurs doivent être suffisamment bien articulés entre eux pour que les motifs individuels en faveur du maintien d'une Europe unie soient effectivement confortés et renforcés par les indispensables mesures socio-économiques. Il ne ferait en effet guère sans d'en appeler à une solidarité entre les citoyens européens qui ferait obstacle à la nécessité objective de l'harmonisation des conditions de vie économique en Europe, voire qui pourrait la compromettre. Je crois pourtant que mon récit du difficile processus d'unification de l'Europe, né de détresse et de repentance inlassablement relancée, satisfait amplement à l'exigence d'une intégration des nécessités fonctionnelles et des motifs subjectifs. Les citoyens européens ont des obligations de solidarité mutuelle car c'est seulement ensemble qu'ils sont en mesure de contenir les tendances politiquement régressives à l'œuvre sur leur continent et de rechercher une voie d'amendement moral. Mais ils ne parviennent à s'acquitter pleinement de ces obligations qu'ils jouissent de conditions comparables qui leur donnent peu ou prou d'échanges égaux à une existence décente. En effet, seul celui qui a la possibilité de s'exprimer librement sans éprouver de la honte pour sa propre misère et sans craindre d'être l'objet des rapports de dépendance économique peut contribuer sur un pied d'égalité à la recherche communicationnelle commune des conditions sociales plus justes. Or, on arrive là au point où un borgne serait bienvenu au royaume des aveugles. Personne, en effet, semble aujourd'hui disposer d'une sorte de plan directeur apte à proposer une solution pour aligner rapidement et sans trop de bureaucratie les conditions d'existence au sein de l'Union européenne. Je ne suis moi-même pas suffisamment expert pour proposer des solutions à ce problème urgent.
Mais je ne veux pas non plus finir mon exposé sans rappeler un exemple du passé qui pourrait servir aujourd'hui de guide aux réformes de l'Europe. Lorsque les États-Unis se trouveraient dans les années 1930 à l'apogée du désastre économique, donc pendant la Grande Dépression, l'équipe autour de Franklin Roosevelt fomentait un projet pour contrer la paupérisation menaçante de grande partie de la population par un nouveau contrat social, le fameux New Deal. Ce projet d'envergure proposait de lutter contre le chômage croissant par des programmes d'investissement public, de réguler la grande industrie par l'introduction d'un salaire minimal, le renforcement des syndicats et l'empêchement de la formation de monopoles et enfin de réformer le secteur bancaire par le soutien de l'État à des banques malades, exigeant en contrepartie une réduction notable de la spéculation financière. Ce faisceau de mesures est entré dans l'histoire sur le nom des 3 R, Relief, Recovery et Réforme. Il est vrai que des historiens de renom ont désormais démontré que ces programmes de réforme contenant également quelques points faibles et avaient des effets involontaires. Parmi les premiers, tout d'abord, la réticence étonnante de nationaliser les banques et les grandes entreprises du transport, et parmi les seconds, le racisme implicite de certains des programmes spécifiques et la pérennisation du pouvoir central de l'État. Mais en somme, on ne peut douter aujourd'hui des effets grandement bénéfiques du New Deal sur la régulation politique du marché du travail, la sécurité sociale et les biens communs. L'écart entre les pauvres et les riches s'est réduit en l'espace de quelques années. La population active a relativement vite retrouvé du travail et ceci avec plus d'assurance et une meilleure paix, et les ressources étatiques dont les biens publics ont augmenté dans un temps record. Ce qui m'importe dans ce souvenir du New Deal, ce sont moins les mesures de politique économique concrètes qui ont été prises, mais ses caractéristiques formelles. Ces dernières sont de fait remarquables d'un point de vue performatif, mais aussi rhétorique. Les mots par lesquels Roosevelt annonçait que les mesures économiques ciblées visant à donner dans l'avenir aux États-Unis more equitable opportunity to share in the distribution of national wealth était en quelque sorte une promesse morale. Et le fait qu'il ait conclu sa déclaration en disant qu'il ne s'agissait pas là d'une campagne politique quelconque, mais d'un call to arms, donc d'un appel aux armes qui n'est pas sans rappeler l'appel évocateur à former un front populaire, souligne plus fortement encore les messages initiaux. Dorénavant, il s'agissait de produire plus de justice sociale avec la plus grande fermeté et le soutien de l'ensemble de la population. Les deux éléments, à savoir la promesse d'un nouveau contrat social qui doit bénéficier essentiellement aux moins bien lotis et l'appel à s'engager collectivement avec du courage et la force d'une volonté commune en faveur de ce nouveau contrat au service de la justice me semble être de la plus haute importance pour expliquer la force
avec laquelle le New Deal s'est imposé. Et je me demande si un projet si fixant l'objectif de l'alignement des conditions d'existence économique entre les pays membres de l'Union européenne ne devrait pas contenir un peu de cet esprit et de ce geste d'un appel ferme à s'engager collectivement pour davantage de justice. Il s'agirait alors d'un programme compact de mesures de politique économique qui devrait porter déjà en son nom l'intention de constituer un nouveau contrat social en faveur des pays membres plus pauvres. Peu importe les détails concrets de ces projets, il devrait avoir comme élément constitutif et non négociable un renoncement immédiat à toute politique d'austérité et un programme d'investissement public dans l'infrastructure européenne comprenant également des mesures pour créer du travail. Sans que les pays riches de l'Union européenne n'acceptent de redistribuer leur produit intérieur brut aux pays du Sud et de l'Est, ce genre de New Deal pour l'Europe est d'emblée condamné à l'échec. Pourtant, le problème central persiste. Les populations des pays riches ne sont pas prêtes à consentir à cette redistribution tant que l'esprit d'une cohésion européenne solidaire n'est pas ranimé. Et inversement, cet esprit ne peut être ranimé qu'à condition que les redistributions en question aient déjà eu des effets salutaires dans les pays membres les plus pauvres. Afin de pouvoir initier les deux mouvements dans une logique de fécondation réciproque permanente, on aura probablement besoin d'un trait de génie aussi fulgurant que celui qu'avait Roosevelt il y a 90 ans. Il faudra évoquer les esprits de la solidarité au sein du peuple européen en se référant aux expériences historiques à ce peuple. Et on pourra entreprendre ensuite à réaliser les conditions matérielles de cette solidarité dans l'exacte mesure où cette évocation de l'esprit solidaire aura eu des effets performatifs. Merci. Cher Axel Honneth, vous entendrez que votre conférence a soulevé l'enthousiasme. Vous nous avez donné une belle leçon de philosophie, mais d'une philosophie qui n'hésite pas à se confronter au monde contemporain et qui s'éloigne un peu de la représentation de Puvis de Chavannes qui est derrière nous, qui conçoit la philosophie sous les traits de la lutte entre le spiritualisme et le matérialisme. Je voulais aussi vous remercier. Nous vous avons soumis à la torture en vous imposant le français et vous avez triomphé de cette torture avec un grand talent. Et puisque nous parlons de langue, comment ne pas saluer et remercier les interprètes de langue des signes françaises qui font un travail magnifique.